Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Chapitre 2, partie 3. Aucune valeur n'est absolue. Le foisonnement des valeurs. La propriété. Il suffit d'observer un jeune enfant pour comprendre à quel point le besoin de posséder est prégnant chez l'être humain. Il s'exprime très tôt, dès la prime enfance, et c'est une source de conflits des plus communes dans les bacs à sable. Pour le parent, il est inutile de convaincre un enfant qu'un jouet lui appartient, cela va de soi. Pour l'anecdote, j'ai même vu un enfant s'approprier les montagnes. Tu vois là, c'est ma montagne. Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de demander à l'enfant de donner ou de prêter. Tu ne voleras pas. Ce commandement, parmi 10, consacre indirectement la propriété. Celle-ci est-elle pour autant une valeur universelle? La réponse est non. Après tout, de quoi sommes-nous propriétaires? De rien, pas même de notre corps. Dans l'éternité, nous ne faisons qu'emprunter au mieux le temps de notre passage sur Terre. Est-il légitime d'être propriétaire de la vie d'autrui, d'une personne, d'un animal, d'une terre, d'un bien? Ce sont des questions structurantes et les réponses sont diverses et dépendent des valeurs dont les sociétés se dotent. Concernant la possession d'une personne, je remarque que l'esclavage n'a commencé à être aboli en Europe qu'en 1792 au Danemark. La France ne l'a définitivement aboli qu'en 1848 et au Brésil, il aura fallu attendre 1888. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de millions de personnes sont réduites à l'état d'esclaves de par le monde. Les droits de l'homme et la liberté individuelle sont à l'échelle de l'humanité des valeurs très récentes. De nos jours, dans les sociétés occidentales, l'attachement à la liberté ne permet plus de s'octroyer en conscience la vie d'autrui. Mais s'il y a encore tant d'esclaves sur Terre, c'est qu'il existe des esclavagistes pour lesquels la privation de liberté d'autrui n'est vraisemblablement pas un problème. La propriété et plus largement le respect de la vie animale est un cas de conscience émergent dans les sociétés occidentales qui succèdent à des millénaires d'élevage. L'industrialisation de l'élevage, le traitement des animaux qui en découlent et la médiatisation des pratiques ont mis sur la table ce sujet qui n'en était pas un encore récemment. Il y a fort à parier que le statut de la vie animale devrait connaître de grandes évolutions dans les décennies à venir. Qu'en est-il de la propriété d'une terre? Il est facile de comprendre que pour les populations nomades qui migrent en fonction des évolutions du climat, des mouvements du gibier ou pour le commerce, la propriété foncière ne fait pas partie de leur mode de fonctionnement. A contrario, pour les populations européennes majoritairement sédentaires, la possibilité de posséder un bien ou une terre est acquise depuis des siècles. À ce sujet, la conquête de l'Ouest américain fut, dans l'histoire de l'humanité, un véritable choc des civilisations entre les populations d'origine généralement nomades et les nouveaux Américains, souvent d'origine européenne. La migration de ces derniers s'accompagnait de l'appropriation des terres, notamment à des fins agraires. Les conflits furent nombreux et sanglants. La cohabitation de ces deux civilisations sur un même territoire n'a pas bien fonctionné, peut-être un peu du fait des nouveaux Américains, dont l'esprit de conquête prévalait sur le respect des modes de vie des autochtones ou tout simplement sur la vie de quelques sauvages. L'un des problèmes des sociétés autorisant la propriété, donc les sociétés capitalistes, est l'accumulation des biens. La richesse dote les propriétaires des leviers permettant d'acquérir encore plus de richesse. La richesse appelle la richesse. Les appétits individuels n'ayant pas de limite, ce phénomène aboutit naturellement à une concentration toujours plus grande des richesses sur une minorité de la population. Ceci est d'autant plus vrai que la cupidité déborde largement l'échelle de l'individu. Je m'explique. Dans les pays capitalistes, il semble tout naturel que les générations suivantes puissent disposer du capital acquis par les générations antérieures. Cela s'appelle l'héritage. Est-il naturel que quelqu'un puisse disposer de richesses qu'il n'a eu aucun mérite à acquérir ? D'aucuns diront que l'attachement au patrimoine familial prévaut sur la répartition des richesses. Il n'empêche que, par ce mécanisme, les sociétés introduisent un biais supplémentaire dans la volonté républicaine de doter chacun des mêmes chances de s'élever socialement. Au regard de la concentration des richesses, le modèle communiste théorisé par l'allemand Karl Marx avait pour vocation de résoudre le problème en confiant à l'État la responsabilité de la redistribution des richesses. Les tentatives d'application y ont rajouté comme préalable la confiscation des biens à la noblesse et à la bourgeoisie. Certains régimes communistes perdurent encore, certes, mais tout système a ses failles. La nature humaine étant ce qu'elle est, le pouvoir, la corruption, le désir de liberté ont finalement repris le dessus et les principaux régimes communistes se sont effondrés durant la deuxième moitié du XXe siècle. La propriété de la terre, elle aussi, dépasse les simples enjeux individuels. Les États, par le mécanisme des frontières, s'accaparent la terre. Ceci permet de jouir des richesses intrinsèques de la terre, agriculture, pétrole, tourisme, etc.
Et les frontières, quant à elles, permettent de contrôler les échanges en tout genre avec les pays voisins. Les frontières ne sont pas éternelles. Le jeu des conquêtes, achats et ventes de territoires font bouger celles-ci. Les volontés politiques peuvent aussi influer sur leur rôle. On constate par exemple que, dans un contexte de mondialisation, les frontières s'effacent toujours un peu plus, avec en point d'orgue l'Union européenne, qui établit sur son territoire la libre circulation des biens et des personnes. Les frontières des États européens ne sont plus que quelques lignes en pointillés sur les cartes de nos atlas. À l'inverse, les États repliés sur eux-mêmes, protectionnistes, contrôlent drastiquement les personnes entrant et sortant de leur territoire et taxent fortement les échanges commerciaux.